Alors, je me présente et puis ensuite je passe la parole à Benoît. Donc, enchantée, bonjour à tous, Marie Dalloni. Moi, je suis chargée de développement et de promotion au sein de l'association depuis maintenant 2 ans et je travaille donc sur notamment l'animation de partenariats régionaux pour promouvoir la filière et donc notamment avec la région Occitanie. Et Benoît Thierry, donc de la région Occitanie, justement, le pendant. On travaille sur cette animation avec Marie, vous l'avez bien compris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'appartiens à la direction de la transition écologique énergétique qui porte notamment un plan plastique. Et dans ce plan plastique, il y a un axe autour de l'accompagnement de la fin du plastique à usage unique. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on mène cette animation depuis maintenant 2 ans avec le réseau VRAC et Réemploi. Et très rapidement, on peut dire que cette année 2024, il y a eu plusieurs événements. Le webinaire d'aujourd'hui clôture les événements d'animation avec des visites notamment de sites qui ont été très appréciés sur Montpellier et sur Toulouse en juin et en septembre. Et puis un premier webinaire qui avait lieu en mars autour du réemploi dans la restauration collective. Hein. Vous dire aussi rapidement que vous trouvez toutes ces ressources, tous les replays, tous les supports présentés sur Cyclope, la plateforme des acteurs de l'économie circulaire en Occitanie. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont déjà fait, à vous inscrire sur Cyclope et vous avez des newsletters qui sont poussés avec des ressources concernant vos sujets d'intérêt régulièrement et qui vous permettront donc du coup d'avoir accès à l'ensemble des ressources qui sont portées dans le cadre de cette animation avec Réseau Vrac et Réemploi. Et j'en dirai pas plus. Merci et bon webinaire à tous et à toutes. Merci Benoît. Alors, au sommaire de ce webinaire, je vais faire un petit retour sur les trophées du vrac et du réemploi, qui est un événement phare de l'association et qui peut très certainement vous intéresser. Ensuite, je vous présenterai donc le guide d'action qui a également été développé chez nous à destination des collectivités. Et ensuite, on va avoir donc cette partie très retour d'expérience témoignage de 2 acteurs, le SMICVAL dans un premier temps ainsi que la principauté de Monaco. Chaque retour d'expérience sera donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ponctué d'un temps de questions-réponses et ensuite on fera un petit mot de conclusion. Prochain rendez-vous de ce partenariat entre Réseau Vrac et Réemploi et la région Occitanie. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, on organise chaque année au sein de l'association les trophées du vrac et du réemploi. C'est vraiment notre événement qui permet de mettre en lumière les dernières nouveautés de la filière. Cette année, les adhérents à l'association ont pu donc candidater, comme vous le voyez sur la slide, dans l'une des 5 catégories. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer que la filière est dynamique, qu'on a des nouveautés, produits, emballages et équipements très régulièrement de la part de nos adhérents. Donc, on a reçu cette année plus de 40 candidatures. Vous le voyez, donc 11 candidatures dans la catégorie alimentation, qui comprend également l'alimentation animale, 2 dans la catégorie produits non alimentaires, 10 pour les services. Services, c'est l'ensemble des services de lavage aujourd'hui, des services de traçabilité ou de distribution pour réemployer des emballages. Et enfin, donc dans les 2 dernières catégories, on était plutôt sur de l'emballage primaire ou de l'emballage professionnel, donc plutôt secondaire et tertiaire. Comme vous le voyez à l'écran également, on a organisé pour récompenser ces lauréats une cérémonie de remise des trophées le 21 novembre dernier à la Maison du Zéro Déchet à Paris. Et c'était un franc succès puisque 5 lauréats ont pu être désignés cette année. Dans la catégorie alimentation, un acteur qui s'appelle Le Fourgon, qui est un opérateur de réemploi qui gère notamment la distribution de produits réemployés directement chez le consommateur, a proposé donc ces croquettes pour chiens qui sont vendues dans des contenants réemployables. Pour information, ils sont donc aujourd'hui déjà distribués sur leur site internet. Sur la catégorie produits non alimentaires, c'est CDS Bulle Verte que vous connaissez peut-être, qui est un produit qui est majoritairement distribué dans les magasins bio, épicerie vrac. Et ils ont sorti donc un gel WC en éco-recharge, puisque l'éco-recharge, la poudre à diluer, fait également partie des contenants réemployables, des modalités de réemploi aujourd'hui par le consommateur. Pour la catégorie service, si jamais ça vous intéresse, c'est Bocoloco, un de nos adhérents, qui a remporté le prix pour un TCE, donc c'est un terminal de consigne électronique. L'idée, c'est de simplifier aujourd'hui
l'acte d'achat et notamment le montant de consigne lorsqu'on achète des contenants, des produits dans des contenants réemployables. Donc ce TCE, il prend un petit peu, ou il est corrélé à un service de caisse en magasin et il permet d'avoir un système très simple de gestion de consigne qui soit autre que monétaire au sens, enfin voilà, qui peut se régler par carte bancaire et autres. Sur la catégorie emballage primaire, accessoires zéro déchet, on a Another Way, que vous connaissez peut-être, qui a remporté le prix cette année des trophées pour un couvercle verseur. Donc c'est vraiment destiné aux consommateurs chez vous. C'est un couvercle universel, c'est-à-dire qu'il se clipse sur des bocaux et il vous permet d'avoir une plus longue conservation des aliments, un juste dosage des quantités chez vous également. C'est également un produit qui est déjà distribué si vous souhaitez le regarder sur leur site internet. Et enfin, dernier lauréat cette année, c'est Citour qui a remporté le prix pour la catégorie emballage professionnel et équipement. Donc à l'écran, c'est un petit peu difficile de s'imaginer le produit, mais en réalité, il se clipse sur un silo vrac et il vous permet d'avoir un pré-dosage lorsque vous vous servez en vrac dans les magasins. C'est un produit qui n'est pas encore commercialisé, qui le sera courant 2025. Voilà, et ça a permis de mettre un coup de projecteur, ces trophées, sur les nouveautés de la filière. Nous, comme vous le savez, on est un réseau professionnel, donc on a des adhérents qui innovent et qui le font en fait assez fréquemment. Donc c'est vraiment l'idée de ce projet. Si vous avez des questions sur les trophées au global, etc., n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pourrai, j'espère, vous éclairer. Alors, je passe à un tout autre sujet un peu en préambule de ce webinaire. C'était donc le guide d'action pour les collectivités. Au sein de l'association, on a une véritable mission de promotion de la filière. Promouvoir la filière, ça veut dire s'adresser à tous les publics sur les sujets du vrac et du réemploi des emballages. Aujourd'hui, les collectivités sont vraiment des acteurs cibles pour nous. Les professionnels de la filière travaillent déjà avec des collectivités et nous, l'idée, c'était vraiment lorsqu'on a réalisé ce guide, c'était vraiment d'avoir un recueil finalement avec l'ensemble des témoignages, l'ensemble des retours d'expérience opérationnelle sur le territoire aujourd'hui pour permettre aux collectivités de se représenter ce qu'il est possible de faire ou non au sein de leur propre territoire. Ce guide, pour information, il est plutôt complet puisqu'il fait une quarantaine de pages. Il s'adresse quasi exclusivement aux EPCI, aux syndicats de gestion traitement des déchets, aux communautés de communes, enfin voilà, l'ensemble des échelons, on va dire, territoriaux. Il offre donc, comme c'est inscrit à l'écran, les clés pour mieux comprendre, pour adopter le vrac, pour mieux comprendre la filière, pour vraiment essayer de comprendre les avantages de la filière aujourd'hui. Et aussi, il vous présente un certain nombre d'outils et de retours d'expérience. Alors, dans ce guide, je vais peut-être après vous partager mon écran pour pouvoir vous le balayer si jamais vous avez des questions là-dessus. Il a deux grandes parties. Il a une grande partie état des lieux de la filière. Aujourd'hui, on nous demande de nombreux chiffres sur la filière du réemploi des emballages. On a quelques chiffres marchés, notamment via notre baromètre interne et notre baromètre réalisé avec le cabinet d'études Deloitte cette année. Donc ça, c'est des éléments qu'on présente dans le guide. Il présente le cadre global d'un point de vue réglementaire et législatif. Comme vous le savez, on a certaines échéances depuis donc, la loi AGEC de 2020 et à l'année prochaine la loi Egalim sur le réemploi qui vous concerne en tant que territoire. Et enfin, il présente la boucle du réemploi, ce qu'on entend par réemploi, qui sont les acteurs aujourd'hui qui participent au développement de la filière. En réalité, contrairement au jetable, évidemment, on est sur une filière qui fait intervenir toute une multitude d'acteurs. Et enfin, seconde partie du guide collectivité, une partie plutôt retour d'expérience, comme je l'ai dit, par secteur. Donc, vous allez par exemple avoir dans le secteur de la restauration collective, qui sont les acteurs aujourd'hui qui participent au développement du réemploi, qui sont les fournisseurs de bacs, très concrètement, hein, gastro pour les cantines, qui sont les acteurs qui font des tests sur ces contenants et quels sont les projets territoriaux qui sont déjà en marche. Et enfin, on y trouve un certain nombre d'outils, de ressources, des ressources pour convaincre, comme l'infographie autour de la filière, des outils pour aller sensibiliser au sein de votre territoire. On sait que vous avez souvent des forums zéro déchet,
Vous avez des événements globalement au sein de vos territoires, collectivités, et on vous présente donc un certain nombre de ces kits de sensibilisation et messages clés pour s'adresser à votre territoire et au public, au grand public. Voilà pour la partie un petit peu descendante de ce webinaire. Si jamais vous avez encore une fois des questions sur ce guide, que vous souhaitez le télécharger et le diffuser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. De toute façon, je vous envoie un mail aujourd'hui suite à ce webinaire, donc vous pourrez me répondre directement. Alors, je voulais juste conclure sur ce petit mot rôle des territoires aujourd'hui. Vous l'avez compris, nous, on s'adresse aux collectivités de plus en plus parce que ce sont des acteurs clés, c'est-à-dire que on travaille au sein de l'association sur le développement d'un cadre législatif clair et qui permette le développement de la filière. Ce cadre plutôt européen, national, redescend de plus en plus sur les acteurs opérationnels, mais aussi au sein des collectivités. Donc en fait, si on sait que les collectivités, les territoires ont un rôle important à jouer dans le développement de la On a eu filière. un virement de 984 euros. Ah, pardon, Ah, d'accord. je désactive le micro de cette personne. Et donc, ce que je voulais essentiellement communiquer, avoir comme message aujourd'hui, c'était prenez part au développement de la filière en tant que territoire. Vous avez en réalité toute une multitude d'actions que vous pouvez entreprendre. J'en ai listé un certain nombre à l'écran et elles sont elles-mêmes développées au sein du guide. Typiquement, vous pouvez réaliser un diagnostic territorial, par exemple une étude de faisabilité sur votre territoire. On a de nombreux syndicats, à la fois en Île-de-France et aussi sur le territoire national, qui développent ce type d'études pour comprendre où sont les gisements, quels sont les acteurs qui seraient à même de pouvoir participer à une boucle locale de réemploi. Voilà, donc l'étude de faisabilité, c'est souvent le premier maillon de la chaîne, la première étape avant d'engager des projets plus conséquents ou des expérimentations, mais c'est quand même une étape assez clé en tant que territoire. Vous pouvez également agir sur la commande publique, notamment en insérant des quotas de réemploi dans vos marchés. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire d'un point de vue commande publique, même si on sait que parfois ce sont des outils qui sont plutôt politiques. Vous pouvez développer des expérimentations. Par expérimentation, on entend typiquement des expérimentations sur des marchés alimentaires, par exemple. Vous pouvez développer des expérimentations sur de la restauration commerciale en engageant une dynamique avec vos restaurateurs sur de la restauration à emporter. Vous pouvez évidemment sensibiliser les professionnels, mais aussi le grand public. Et nous, on le fait par le biais de nos forums, nos interventions extérieures, mais on sait que vous organisez aussi, vous, au sein de territoires, des semaines de réduction des déchets. On a eu la CERD très récemment. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à nous et aussi à mettre des messages assez clairs sur de la sensibilisation grand public. Et vous pouvez aussi favoriser l'ouverture de commerces vrac ou d'épiceries, faire preuve d'exemplarité en interne en supprimant le plastique, en mettant en place une boucle de réemploi au sein de votre mairie. Voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. Vous le voyez au sein de l'écran, on a développé plusieurs thématiques sur le rôle des territoires suivant votre stade finalement d'engagement et de possibilité. Vous pouvez, voilà, tout ça est dans le guide et est bien détaillé. Et de la même manière, si vous avez une question sur ce sujet, je vous propose soit de la poster dans le chat directement, soit de me l'adresser par retour de mail. Voilà, j'ai été plutôt synthétique. Je crois que j'ai bien tenu mon timing. Je propose donc qu'on rentre dans une seconde phase pour ce webinaire qui sera plutôt un retour d'expérience du SMICVAL. Et donc, normalement, Est-ce voilà. que, Oui, ouais, alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais j'en profite effectivement pour bien redire à tous les participants qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions, que je retransmettrai. Est-ce que tu avais parlé de feuilleter le document, Marie, oui, éventuellement? pardon. Ouais, Je vais le faire tout de ça peut être suite. intéressant. Alors, je vous montre le guide collectivité. Donc, le guide collectivité, il s'organise comme ceci. Vous pouvez l'avoir donc sous format numérique. Donc, comme vous le voyez, il est assez détaillé. On a une première partie introductive, vrac et réemploi, bénéfices de ce mode de consommation, rôle des collectivités et des territoires. Et enfin, nos deux grandes parties, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le réemploi des emballages et comment
au sein de mon territoire, je peux agir. Voilà, donc il est plutôt très imagé, on l'a voulu assez simple en termes de compréhension. On sait que parfois c'est une filière qui est un petit peu difficile à comprendre, mais finalement quand on met le nez dedans, on se rend compte que ça fourmille d'acteurs. Donc voilà, on a conçu ce guide pour vraiment avoir tous les éléments clés pour passer à l'action. Comme vous le voyez, on a détaillé la boucle du réemploi des emballages des acteurs et évidemment les intérêts de ce mode de consommation, intérêt environnemental, intérêt économique, intérêt social. Voilà, je vous balaye un petit peu comme ça. État des lieux de la filière, cadre législatif et réglementaire, donc détail des lois EGalim et des lois AGEC et climat et résilience. Les mesures sectorielles qui vous concernent et les solutions des acteurs, voilà, détaillées. Et enfin, partie 2, comment je peux agir? Je peux intégrer le réemploi au sein de ma collectivité ou de mon territoire via la commande publique, mais aussi sur le secteur de la restauration commerciale et de la restauration collective, avec aujourd'hui ce qui est fait dans l'opérationnel, notamment via le groupement de commandes Tremplin, via un retour d'expérience sur Bordeaux. Voilà, et puis ensuite on vous détaille ça par secteur. Hop, je vous repartage. Il y a une question dans le chat. Voilà. Alors, Marie, question, pourrions-nous avoir le guide même si nous ne sommes pas adhérents? Oui, alors le guide est disponible évidemment en libre accès pour nos adhérents et pour les non-adhérents, il est payant et on vous l'envoie sous format numérique. Il est au prix de 39 € hors taxe. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Et nous avons également développé une adhésion pour les collectivités très récemment, donc vous pouvez à la fois nous soutenir et télécharger donc suite à votre adhésion le guide gratuitement. Merci, Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on enchaîne sur le témoignage du SMICVAL? Non, il y a juste un remerciement d'Angélique, effectivement, qui te remercie pour ses précisions. Très gentil. Eh bien, écoutez, on peut passer donc au premier témoignage. Est-ce que Louis, vous voulez partager votre écran? Sophie? Ouais, Ouais. ouais, je vais C'est le faire. Sophie, ouais, qui va prendre la main. Ok. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien? On voit bien. Parfait. Du coup, je suis Sophie Bougras, je suis chargée de mission Zero Waste au SMICVAL et du coup, on va alterner avec Louis qui est aussi connecté aujourd'hui. Est-ce que tout le monde voit bien? Parce que moi, je ne le vois pas, notamment. Ah. Moi, je vois bien la présentation. Alors, peut-être que... Mais je la vois Si très c'est que bien. moi, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien que vous réagissiez, les autres participants, pour voir si vous voyez. Ouais, Annabelle voit bien aussi, donc c'est chez moi. Bah, tant pis. Ok. Ok. Bon, bah, c'est Ou j'arrête le partage et je le remets? Oui, non, peut-être. Ok. On ne sait jamais si ça change quelque Hop. chose. je suis pas fou. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas. Ah oui. Et peut-être, Sophie, quand tu mets en plein écran, parfois ça enlève les slides. Ah, il faut pas que je le mette en plein écran? Oui, je pense. Ok. Bon, bah, je le laisse comme ça alors. Là, c'est bon? Oui, moi je le vois bien. De mon côté, absolument pas. Ah, bon alors. Ceux qui avaient dit que c'était pas bon, est-ce que vous pouvez nous confirmer aussi? Toujours pas visible pour Sophia non plus. Ouais. C'est partagé. Il y a les je vois, il y a les je vois pas. Je ne sais pas si c'est lié. Mais c'est un peu Est-ce qu'il y a embêtant une effectivement question pour ceux qui ne voient pas. d'autorisation à me faire partager à tout le monde? Je sais pas. Vu que je suis pas. C'est bizarre parce qu'on voit donc... Ouais, c'est vraiment par personne. Enfin, suivant. Voilà. Est-ce que toi, autrement, tu as le support, Marie, et tu peux essayer de le diffuser? je l'ai pas, mais peut-être que Ouais. Sophie, Ouais, je tu vous le peux... mets dans la conversation? Ouais, c'est en Ouais. mode dégradé, je suis désolé, mais comme ça Pas de pose problème. problème à un certain nombre de personnes, ça, Hop. c'est dommage de de pas tous l'avoir. Ah, on me dit il faut enlever le plein écran. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Il faut juste partager avec la barre sur le côté. Bon, Et... allez, je réessaye.
Alors moi, ça a fait bugger tout mon ordi. Ah. Ah, voilà. Hop. Hop. Très Donc bien. moi, je ne l'ai pas mis en plein écran. Est-ce que c'est mieux? Alors, toujours rien de mon côté. Je suis désolé, mais si c'est le cas chez moi, effectivement, il y a d'autres personnes qui disent non aussi. Donc, Ah c'est là un là. peu embêtant. Ah, ouais. Bah, sinon, ouais, Sophie, si tu peux me l'envoyer. Ouais, je l'envoie. Il y a 2-3 personnes qui disent non. Ok. Hop, je l'ai envoyé dans la conversation, il me semble. Ah, ça y est. Parfait. C'est bon. Et enfin, il y avait quand même des personnes qui le voyaient ou ça sert à rien que je le partage? Et je propose qu'on fasse un test avec Marie qui le Ah diffuse. oui, Et puis, ok, si très ça bien. marche pour tout le monde, on prendra cette option-là. Je suis désolé. Pas de Euh, problème. mais ouais. Te laisse essayer, faire le test, Marie? Oui, mais il veut pas que je l'ouvre, alors attendez. En fait, vu que c'est un lien externe, je sais pas pourquoi il veut pas que je le partage. Ouais. C'est possible de l'envoyer par mail. Éventuellement, Ouais. pour éviter de perdre du temps, on peut proposer d'inverser les deux témoignages pendant qu'on règle le problème techniquement. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Alors, est-ce que Marie-Pierre est bien présente dans la réunion? Et on va demander à Sophie de l'envoyer par mail. Oui, je l'envoie. Voilà. Merci pour l'instant. Alors, Marie-Pierre, est-ce que oui, Marie-Pierre est bien présente dans le chat. Est-ce, bonjour Marie-Pierre. Est-ce que Bonjour. par hasard, ça vous embêterait si on inverse donc les témoignages et que vous puissiez partager votre expérience Et maintenant? En je veux espérant que ça bien. passe. Et comme moi, je voulais envoyer par CryptoBox le lien. Est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? C'était mon inquiétude du moment. Oui, 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 je peux l'ouvrir. Est-ce que Bon, vous... alors on peut y aller. Ok. Bonjour à tous. On va vous demander d'ouvrir votre caméra, Marie-Pierre, si vous voulez bien, comme ça on vous verra en même temps. Je viens Elle est ouverte, de. elle est ouverte. Ouais. Elle est ouverte. Voilà, la support de présentation est à l'écran, Marie-Pierre. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci de nous accueillir pour vous témoigner de notre expérience sur du réemploi. Donc, ma directrice de mission, Madame Annabelle Gercédou, est présente et également notre opérateur dans le cadre d'un marché public pour ce projet. Donc, c'est un projet de consigne qui s'adresse aux acteurs de la vente à emporter. Nous avons fait, vous en parliez tout à l'heure, une étude de faisabilité, hein. Le projet a commencé à mûrir en 2019 en association avec les restaurants volontaires représentatifs du secteur. Donc voilà, pourquoi ce projet? Parce qu'en Principauté de Monaco, nous avons des objectifs du gouvernement qui est de réduire de 55% les émissions de GES en 2030. Alors qu'en France, je crois que votre objectif, c'est en 2040. Et nous avons également un objectif de zéro plastique à usage unique également pour 2030. Et notre grand problématique, voilà, vous voyez le camembert des émissions de GES, le plastique incinéré représente à lui seul 26% des émissions de GES, soit le quart des émissions globales pour la principauté. Donc, évidemment, le plastique globalement, mais également des emballages à usage unique pour la restauration. Donc, nous avons décidé d'agir sur cet axe-là.
et pour réduire à la source. En accompagnement, bien sûr, de notre réglementation dont vous en voyez ici le déroulé. Notre dernier, pour l'instant, notre dernier palier étant au 1er janvier 2024, l'interdiction des plastiques à usage unique pour la vente en emporté. Donc voilà une petite affiche présentant le système de ma consigne, hein, en voulant souligner bien sûr la simplicité de l'utilisation. Donc je vais vous la décrire tout à l'heure. Donc ce sont les affiches qui ont été déployées lors du lancement en juin 2022. Voilà, donc c'est un système qui est très simple. Il suffit de se rendre chez un de nos restaurants partenaires. Donc l'adhésion est bien sûr sur le volontariat. Les Minscat étant notre société, notre opérateur. Donc le client se rend chez un des restaurants partenaires, demande à consommer son plat dans un contenant consigné à l'aide d'un QR code et dans une application qui s'intitule Ma Consigne. Le restaurateur scanne le QR code du contenant, scanne l'identifiant du client et à partir de là, la traçabilité de la consigne est effectuée. Le client déjeune tout à fait normalement et il ne paye que le montant de son plat, puisque nous avons un système de consigne à paiement différé. C'est-à-dire que le client est débité du montant de la consigne uniquement si dans un délai de 14 jours, le contenant n'est pas rendu à l'une des bornes de collecte. Voilà. Et le client, une fois qu'il a déjeuné, il remet dans une de nos bornes, là vous en avez une en photo qui est également située en extérieur devant une enseigne, devant une entreprise en principauté. Mais nous en avons 24 de bornes de collecte qui maillent tout le territoire. Et donc, le client remet son contenant et c'est terminé pour lui. Voilà ce que je vous disais. Donc, voilà une petite photo géolocalisée de toutes nos bornes de collecte et leur situation. Donc, nous avons 24 bornes de collecte et 27 points de vente où il est proposé le contenant Ma Consigne. Il a également été développé à la demande des restaurateurs, puisque je vous disais en début que ça a été de concert avec eux. Donc, différents contenants qui sont de fabrication française, puisque c'est Arc qui les fournit. Donc, divers volumes hein, pour répondre aux besoins du restaurateur. Également, une petite bouteille pour une enseigne qui propose des jus de fruits frais. Et également, vous avez des contenants qui sont en verre sodocalcite, c'est-à-dire qu'ils sont en principe 30% plus légers que le verre traditionnel. Voilà. Donc l'application, elle a été validée par notre autorité de contrôle des informations nominatives. Donc vous voyez une photo de l'application client qui convient bien sûr de renseigner et d'indiquer son numéro de carte bancaire pour le prélèvement du montant de la consigne, encore une fois, si le contenant n'est pas rendu dans un délai de 14 jours. Et le restaurateur a également une application similaire, mais pour le restaurateur, juste pour scanner le contenant. Alors, ce bilan à 2 ans et demi, donc je vais vous exposer les points positifs et les difficultés rencontrées en toute transparence. Ce marché, ce projet abouti a également fait l'objet d'une étude de faisabilité où nous avons défini les matières, nous avons défini les volumes, etc. avec nos restaurateurs partenaires et engagés. Donc, un très grand point positif, c'est que le dispositif technique est opérationnel pour nous à l'échelle du pays. Nous avons 2,5 km². Et voilà, l'infrastructure, nous n'avons que de bons retours. Notre infrastructure donc, présente des trappes loquées
pour une question de sécurité, comme nous l'avait demandé le département concerné, et font l'objet également d'un suivi sanitaire. Donc les bornes sont vidées quotidiennement, désinfectées également intérieur, extérieur, et les bacs, lorsqu'ils sont retirés avec les contenants à l'intérieur, sont fermés pour être transportés sur la zone de lavage. Ce qui plaît également aussi à nos clients adhérents, c'est la possibilité de rendre le contenant sans présenter l'application, puisque le lecteur de la borne lit uniquement le QR code du contenant. Donc, ce qui permet une mutualisation pour le rendu des contenants. Et nous avons un exceptionnel taux de retour de près de 99% des contenants. Donc, les cautions ne sont que très rarement levées. Un point positif aussi des adoptants, effectivement, l'essayer, c'est l'adopter. Ceux qui ont franchi le pas, qui est quelque peu difficile pour d'autres, ne sont pas revenus en arrière et nous avons que des retours vraiment très, très positifs. Nous avons un nombre également croissant d'adhérents Ma Consigne, qui est constant, mais croissant. Nous avons également une communication qui est importante sur les réseaux sociaux et qui souligne également de temps en temps les tests d'hygiène qui sont faits, les tests bactériologiques sur la surface de travail, sur les contenants, et les résultats sont diffusés. Nous avons également une communication au travers du street marketing, c'est-à-dire de la présence humaine sur les lieux de vente, et quelques petites opérations incitatives comme la dernière en date, celle de la CERN, où 1 euro de moins était opéré sur l'achat d'un contenant consigné. Voilà, donc bon, le bilan, il est en quantité beaucoup moins que ce que l'on espérait. Nous avons quand même 21 enseignes partenaires, 27 points de vente. Comme je vous le disais, c'est un travail de collaboration, de suivi, de présence, et il y a beaucoup d'humains, aussi bien avec les restaurateurs que les clients. Le restaurateur bénéficie également d'une aide de l'État qui vise à neutraliser le surcoût par rapport à l'achat d'un contenant jetable, puisque le système est tout à fait différent, hein. Pour un jetable, ils le vendent et puis ils n'ont que leur commande à gérer. Et là, ils sont aidés donc pour le surcoût, parce que c'est un service de prestation, donc de récupération, de lavage, de conditionnement et de relivraison. Et on a 5 restaurateurs donc, qui assurent 80% de l'activité. Je reviendrai tout à l'heure pour vous en dire 2 mots. Nous avons plus de 1600 clients utilisateurs, et la moitié de ces clients représentent 80% de l'activité. Au niveau des contenants, on a près de 72 000 contenants qui ont été utilisés et réutilisés depuis juin 2022. Et nous avons bénéficié donc par ce système d'un gain GES de plus de 6 tonnes. Nous avons également des entreprises qui proposent Ma Consigne dans des points de vente dédiés à leurs salariés ou à leurs ayants droit. Donc, vous avez des entreprises qui ont rendu obligatoire Ma Consigne, donc le réutilisable, en application de la réglementation à Monaco du 1er janvier 2023. Donc le réutilisable à table, le jetable étant interdit. Et c'est ce qui ancre bien le système et qui fonctionne, puisque pour certaines, c'est mis en place depuis plus d'1 an. Donc nous avons en moyenne 150 contenants par jour qui sont utilisés. Bien sûr, voilà, nous sommes loin des 2000 contenants par jour que nous souhaitions, que nous avions envisagé après les 9 mois de la mise en place du système. Et les 4000 donc au bout de 3 ans, évidemment pour notre opérateur atteindre le seuil de rentabilité en parfaite autonomie. Donc la problématique, bien les freins, c'est la résistance au changement.
C'est un engagement qui convient de concrétiser par le téléchargement d'une application, par le fait de penser lorsqu'on va chercher son repas, de le demander au restaurateur, d'aller rendre le contenant. Voilà. Voilà, les gens ont également une petite réticence à rentrer leurs données bancaires. Leur portable n'a plus de mémoire pour une nouvelle application. Ils y pensent, mais ils n'ont pas le temps. Voilà. Ensuite, bon, les restaurateurs, certains ne préparent pas au préalable des plats déjà dans ma consigne, donc il n'y a pas le visuel en rappel. Les clients nous demandent souvent ben, qu'est-ce que je gagne à utiliser ma consigne. Et nous avons effectivement peu d'offres en matière de livraison. Nous n'en avons qu'une pour l'instant. Donc, nous avons une réglementation, nous sommes un accompagnement d'une réglementation, mais une réglementation qui n'est pas souvent respectée par des difficultés pour le restaurateur ou par manque d'envie. Et nous n'avons pas, comme vous avez en France, de jalons supplémentaires prévus, comme le X pourcentage, 5% en 2025 pour atteindre les 20% en 2027 de propositions de réemploi pour la vente à emporter, de réemployables. Notre réglementation nous autorise les couvercles en plastique et les bols craft qui contiennent à l'intérieur également du plastique. Et il est très difficile de faire jouer le jeu aux grandes enseignes qui ne sont pas vraiment exemplaires. Donc, nous sommes en cours actuellement d'un projet avec Carrefour Monaco et le bar à salade Piccadilly qui ont développé, eux, leur propre contenant réutilisable, puisqu'ils ont un projet à l'échelle européenne. Et ce qui plaît également, c'est que ce bol Piccadilly intègre le système d'infrastructure de ma consigne. Et le bol de Piccadilly est en PET, il n'est pas en verre comme ceux de ma consigne. Est-ce que j'ai été claire? Et quoi vous dire d'autre? Ben voilà, on a un triptyque, donc nous, il nous faut du volume pour atteindre les objectifs et l'autonomie financière. Et avec cela, ben, il nous faut aussi une obligation réglementaire et les trois paramètres sont liés de façon très, très forte. Et voilà, c'est la seule chose, voilà, ce jalon d'obligation réglementaire qui peut nous faire avoir un autre cap et donc un volume. Donc, nous avons également des projets d'études avec une application, vous voyez indiquer l'application Carlo, qui est une application donc, de cashback qui est utilisée par un très, très grand nombre de personnes à Monaco, avec les restaurateurs de Monaco, c'est quelque chose d'interne. Donc, on essaye de travailler avec eux pour intégrer le QR code de ma consigne pour avoir une facilité, un confort technique meilleur que ce que l'on a actuellement, d'ouvrir vraiment l'application dédiée. On essaye aussi de travailler, j'étais très intéressée par votre système de TCE là, pour avoir un autre système de paiement pour engager la consigne. Et on essaye également de travailler avec d'autres types de contenants, des gobelets, des bouteilles, des mugs, mais ce sont aussi des grandes enseignes au niveau international et les délais de retour sont également très longs et puis prennent en compte aussi un paramètre qui est la visibilité, la publicité de leur enseigne, voilà, ce qui conditionne d'autres facteurs de travail pour répondre à leurs demandes. Donc voilà, je ne sais pas, Annabelle, Bruno, si j'ai encore quelques minutes, si vous voulez rajouter quelque chose, si j'ai oublié quelque chose. Il reste quelques minutes, il n'y a pas de souci si vous voulez compléter. Autrement, on a une première question également. Oui. Allez, je vais sur les questions du coup. Alors, Karine Bonnet, du coup, qui pose la question de la spécialité des restaurateurs qui sont
est plus dans la démarche et qui représente 80% de l'activité? Est-ce qu'ils ont une spécificité qui fait que ça matche davantage avec eux? Alors, ce qui match davantage, c'est justement ces restaurateurs qui, dans leur lieu, leur cafétéria, ont rendu obligatoire ma consigne. Et j'ai un autre restaurateur qui fait qui fait du sur place également avec ma consigne et de la vente à emporter. Mais l'activité principale, c'est le sur place. Parce qu'à Monaco, il y a il y a des enseignes, mais qui ont des toutes petites euh, petits locaux. Donc, pour le lavage et tout, c'était très compliqué de répondre à la réglementation de 2023. Donc, ils ont utilisé ma consigne parce que ça leur facilite aussi les choses. Ok, Donc, c'est des merci, cafétérias où ça a été rendu obligatoire. ok, merci Marie-Pierre. Il n'y Et a du pas coup, de juste, bonus pour le client, mais un malus si la consigne n'est pas ramenée. Si la consigne n'est pas ramenée, il y a effectivement le débit du montant de 7 euros pour le contenant non rendu au bout des 14 jours. merci. Et la question Par, suivante, oui, Marie-Pierre, quelle est la part de de, clients qui utilisent le système, qui font le choix de ce système? voilà, donc on a 1600 personnes qui ont téléchargé l'application et j'en ai à peu près 60% qui l'utilisent. J'ai encore des personnes qui ont téléchargé mais qui n'ont pas franchi le pas d'utiliser. Ok, donc il y a bien le choix pour le consommateur quand ils vont chez un des commerçants qui sont impliqués de choisir l'emballage consigné ou l'emballage à usage unique. C'est bien ça? Tout à fait, pour la vente à Voilà, emporter, oui. c'est Par ça. contre, Et donc, du coup, voilà, quelle est la certains l'ont proportion mis. qui va choisir justement je pense que la question elle est aussi dans ce domaine-là, quelle est la proportion justement de clients qui vont aller vers la consigne au moment du choix, euh, le choix consigne ou non euh, consigne. ben, en fait, très peu, hein, le choix du jetable est majoritaire encore. Donc, la part, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend des restaurateurs. Et d'autre part, je n'ai pas le nombre de ventes de chaque restaurateur en total pour faire la proportion sur ma consigne ou le jetable. Mais c'est encore très peu. Ce qui marche bien, c'est dans les cafétérias où c'est rendu obligatoire. Merci Marie-Pierre. Alors, je vois pas forcément d'autres questions, mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur tout le travail de communication, faire connaître le dispositif auprès des consommateurs sur votre territoire pour que ça marche, pardon. Tout ce que vous avez pu entreprendre dans ce domaine-là. Alors, lors du lancement, ce qu'on a fait, c'est énormément de présence humaine, du street marketing. Donc, déjà, les restaurateurs, on leur a distribué des affiches et des macarons pour dire, voilà, ici, on propose ma consigne. Voilà, cette affiche-là, tout à fait. Ceux qui ont voulu la mettre. Ensuite, on était présent vraiment dans plusieurs enseignes avec notre opérateur, hein, avec de très beaux aussi t-shirts rouges, avec des supports, des kakémonos, etc., où on expliquait le système aux gens. Ça, c'était l'humain. Ensuite, il y a eu des campagnes de communication. Par exemple, on a mis sur les bus, on a mis au niveau aussi des parkings. Il y a une grande campagne de communication qui a été faite et de la présence humaine. Ensuite, on a également, donc périodiquement, on publie, hein, on a à peu près 2 posts par semaine sur les réseaux sociaux, Mission Transition énergétique, notre opérateur sur ma consigne. Et encore à certains moments, par exemple lors du lancement avec Carrefour Monaco et Piccadilly, de la présence également sur place, de la distribution de bons de réduction immédiat. Voilà tout ce qu'on fait en communication. Lors de la CERD également, aussi 1 euro de moins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'achat d'un contenant consigné. Ok, Est-ce merci, que ça merci répond à votre Marie-Pierre. question?
Oui, oui, moi ça répond pleinement à ma question. Alors, je vais abuser parce que je vois pas d'autres questions dans le chat, donc je vais continuer à prendre la parole. C'est donc du coup, le choix a été fait sur un certain nombre d'emballages. Pourquoi, autant et pourquoi cela? Est-ce que enfin, j'imagine que c'est pas au hasard, donc c'est lié à une réflexion avec les commerçants. Si vous Tout à pouvez nous en fait. dire un tout petit peu plus. Bien sûr, donc comme je vous disais, on a beaucoup travaillé avec les commerçants qui ont répondu présent. On avait fait une table ronde, un brainstorming pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution en accompagnement de la réglementation. Et c'est eux-mêmes, donc certains services de l'État étaient présents à la direction de l'environnement, également Eco-Sciences-Provence, la direction des affaires sanitaires, etc. Et c'est à ce moment-là que le système de consigne a été plébiscité par, par ce public-là. Et ensuite, dans le cadre de la faisabilité, on a interrogé, je crois qu'on avait 16 commerçants qui étaient présents, représentatifs de la vente à emporter. Et on a travaillé avec chaque commerçant pour savoir quelle était la matière qu'ils voulaient. On leur avait proposé du plastique réutilisable, on leur avait proposé de l'aluminium, on leur avait proposé de l'inox, enfin beaucoup d'autres matières. Et c'est eux-mêmes qui ont choisi les contenants en verre. Aussi pour vous dire que ces contenants sont parfaitement micro-ondables. Voilà, donc pour des questions d'hygiène, pour des questions aussi de goût, pour aussi de conservation de la chaleur, enfin pour tout un tas de raisons techniques, pratiques, sanitaires, c'est le verre qui a été retenu. Et les différents volumes, bah, parce que chaque un petit peu restaurateur, donc on a voulu quand même que ça soit quelque chose de mutualisé, hein, pour que ça convienne à la majeure d'entre eux et à la majorité des plats, puisque je parlais de salade, mais on a des pâtes, on a des soupes, on a eu des sushis également, et les deux premiers, là, en 250 ml et 370 ml, sont plutôt pour les desserts. La grande partie des contenants, c'est le 800 ml et le 1100. Voilà. Parce que chaque restaurateur a ses propres volumes de plats. Voilà, c'est eux qui ont choisi. Alors, OK. certains en ont qu'un, d'autres en ont deux. Voilà, ça dépend un petit peu des plats. Actuellement, on voit celui-ci, le 800 ml, pour les soupes également. OK. Donc un travail en collaboration avec les commerçants, les restaurateurs pour définir le plus adapté à leur activité et ce qu'ils trouvaient le plus pertinent. Il y a une dernière question, si tu veux bien, Marie-Pierre, qui est Bien pourquoi la sûr, solution du bonus n'a pas été envisagée? Alors, est-ce qu'elle l'a peut-être été d'ailleurs? On va le savoir tout de suite. elle a été envisagée, mais de façon ponctuelle, pour des raisons de budget également, parce qu'on peut pas subventionner continuellement. Donc c'est voilà, c'est de façon ponctuelle comme on l'a fait 2 mois, je crois, on l'a fait au mois de janvier et février 2023. Ça avait bien marché. On l'a fait là au moment de la CERD en une semaine, bon, sachant qu'on avait un jour de congé au milieu qui était le 19 novembre, qui est notre fête nationale. Puis on a eu une problématique de grève. On a à peu près 400, eu 400 contenants dans la semaine. Avec cette formule incitative. Est-ce que ça répond à votre question, madame Bonnet? On va dire que oui. Oui, oui, je vous remercie, mais du coup, ça a été très incitatif, ce bonus, même ponctuellement. Et oui, on sait bien que c'est très incitatif, hein, parce que bon, 1 € de moins bon, sur un plat, c'est voilà, c'est incitatif. Et nous, voilà, ce qui serait bien, c'est d'aller plus loin et de faire en sorte que le plat jetable soit plus cher que dans un contenant réutilisable. Merci Marie-Pierre. Il y a une dernière question, ce sera la dernière de toutes. Après, Bien éventuellement, sûr, il pourrait y avoir des échanges encore dans le chat, mais on passera au second témoignage. Quelle est la part des restaurateurs engagés sur les restaurateurs totaux, enfin restaurateurs qui sont à Monaco?
Alors, je dirais qu'elle est assez faible, hein, parce que bon, les restaurateurs aussi, bah, c'est plus simple aussi pour eux. Tout le monde va au plus simple, hein, c'est la nature humaine. Sachant que nous, notre cible principale, première et principale, c'était la vente à emporter. Beaucoup de restaurateurs ensuite ont développé, après la Covid, également la vente à emporter, alors que ça n'était pas leur but premier. Donc, c'est des restaurateurs classiques qui ont fait de la vente à emporter. La part, elle est encore très faible. Et j'ai certains restaurateurs qui font de la résistance aussi au même motif. Voilà, le changement, c'est compliqué. Comment je vais faire? Voilà. Ok, donc merci encore une fois à toute l'équipe de Monaco pour cette présentation. J'imagine que si les participants ont des questions par la suite, ils pourront vous recontacter. Dans le diaporama, il y a peut-être vos coordonnées ou le cas échéant pour les fournir si vous en êtes d'accord. Bien sûr, Euh, je vous fournirai mon mail, celui de la mission de transition énergétique et de notre opérateur, la société Les Minskets. un grand merci à nouveau, Marie-Pierre. C'est moi. Merci de nous avoir associés. Et Marie, on te redonne la main. Merci beaucoup encore, Marie-Pierre, pour ce précieux témoignage très Avec concret, plaisir. qui est très concret et indispensable pour engager des dynamiques ailleurs. Alors, normalement, je partage mon écran sur la seconde présentation et vous devriez la voir. Voilà, super. Parfait. Ça va, on va Désolée faire un pour petit tour rapide pour savoir si ceux qui avaient des problèmes tout à l'heure, c'est bon. Si vous voulez bien nous dire dans le chat si c'est bon pour vous, pour vérifier, hein. Allez, parfait pour Karine. Voilà. Bon. Hop. Parfait. Désolée Allez, pour ce c'est petit incident technique et je laisse donc la main à Sophie et toute l'équipe du SMICVAL pour cette présentation. Merci. Du coup, oui, Sophie Bougra, chargée de mission Zero Waste au SMIC-Val, et du coup, avec Louis qui interviendra juste après. Alors, ouais. On a prévu du coup une petite présentation juste du SMIC-Val pour resituer un peu le contexte. Nous, on est un syndicat de collecte et de traitement des déchets qui se situe au nord-est de Bordeaux. Ça regroupe un grand territoire de 2000 km², 137 communes et un bassin d'habitants de 210 000 habitants. Et c'est un territoire qui a majorité rurale, on va dire. On est entre Saint-Émilion, Blaye, donc avec une dominante très viticole. Voilà, du coup, Marie, je veux bien que tu passes à la slide d'après. Merci. Alors, nos élus, du coup, ont voté un projet politique d'ici 2030 qui s'appelle le projet Impact. Et c'est un projet politique qui est très ambitieux et qui vise de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences des déchets. Donc, dans les ambitions, il y a la volonté de réduire la quantité de déchets à la source par 2. De proposer donc une solution multiple, un nouveau service public de réduction des déchets aux habitants de notre territoire. Dans l'ADN aussi du SMICVAL, il y a l'utilisation des sciences comportementales pour comprendre comment on arrive à ce changement de comportement et comment on fait évoluer les pratiques et de s'appuyer vraiment sur un écosystème local avec tous les acteurs qui composent notre territoire. Hop, ah, parfait. Donc, il s'appuie sur 4 grandes transformations structurelles de notre modèle au SMICVAL, notamment sur un nouveau modèle de collecte. Donc, aujourd'hui, on est sur un modèle de collecte en porte-à-porte qui est en train de se transformer, où on met en place des points d'apport collectif, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un camion poubelle qui passera devant chaque logement d'habitants, mais des points d'apport collectif comme le verre, où on ira porter à ce point nos déchets. L'idée, c'est de dégager forcément des ressources économiques, de limiter les coûts et d'inciter à réduire ces déchets, à un meilleur tri et à transformer les métiers, par exemple, des reapers qui sont à l'arrière des camions poubelles, d'aller vers des métiers plus de nouveaux services, de réduction plutôt que des métiers
voilà, de collecte. Donc, il y a toute une partie, on va y revenir juste après, sur les nouveaux services de réduction des déchets qu'on essaie de mettre en place avec, du coup, le service qui s'appelle, dont je fais partie, qui s'appelle la Fabrique Zéro Waste, donc qui est le service un peu prévention du SMICVAL. Il y a aussi dans ces transformations l'incitativité économique qui va être mise en place par le SMICVAL, qui est déjà un peu mise en place sur nos pôles de recyclage avec 7 passages compris dans les pôles recyclage. Quand on parle de pôles de recyclage, c'est les déchetteries de notre territoire. Et bientôt, ce sera sur les ordures ménagères et les emballages. Et avec une indépendance, enfin une autonomie sur les unités de tri et de traitement pour plus être dépendant en fin de vie des déchets, mais de garder vraiment cette autonomie pour, dans une optique toujours de maîtriser en tout cas les coûts sur le long terme. Hop. Donc, on en parlait pour cette réduction des déchets. Il y a tout un nouveau panel de solutions de services qu'on propose à nos habitants. Donc, l'idée, c'est qu'elle touche un peu toutes les échelles de notre vie et qu'elle s'appuie sur un écosystème vraiment, je le disais, local et les acteurs locaux. Donc, aujourd'hui, on a mis en place un comptoir de réparation, à titre d'exemple sur ce qui est déjà un peu mis en place, un comptoir Répar, qui est un service de réparation dans un des pôles de recyclage de notre territoire. On a aussi les SMICVAL Market, qui sont des supermarchés inversés. L'idée, c'est de revisiter un peu les déchetteries telles qu'on les connaît, mais maintenant d'aller déposer un objet et d'en pouvoir en récupérer un gratuitement au lieu qu'elles finissent à l'enfouissement sur notre territoire. On a tout un panel d'offres à l'achat de couches lavables, de textiles, donc tout ce qu'on appelle les textiles sanitaires, donc de protection menstruelle durable, voilà. Tout un panel sur les biodéchets où on fournit des composts, mais aussi plein d'aides à l'achat sur les broyeurs, sur voilà, toute une offre sur, là on voit des poules en photo, et toute une partie sur la consigne, le vrac, la réduction des plastiques à usage unique. Donc sur la slide d'après, normalement, ah oui, non pas la salle d'après. Du coup, toutes ces nouvelles solutions, elles s'appuient bien d'au-delà. En fait, l'ambition de notre syndicat, il est bien plus large que le traitement et la collecte des déchets. Il va vraiment avec une vision beaucoup plus globale qui est de préservation des ressources, de créer des emplois locaux et d'activités. On a notamment une association, Louis en parlera un peu plus tout à l'heure, mais qui s'appelle Nouvelle Ère, qui est de l'incubation de projets d'économie circulaire, de créer plus de liens sociaux, une consommation relocalisée. Enfin, on touche avec par exemple les textiles sanitaires aussi à toute une partie santé. On prend plusieurs portes d'entrée en fait et pas que celle des déchets, quoi. Voilà. Ah oui, du coup, le service de la Fabrique Zéro Waste, il a été un peu construit autour de 4 types de déchets qui ont été identifiés comme prioritaires, soit parce que il y avait un volume très important aujourd'hui dans ce qu'on collecte, soit parce que ils sont très symboliques. Donc, il y a la matière organique. L'ambition est de ne plus avoir à traiter de végétaux, de tontes et de restes de repas, mais que tout soit revalorisé chez l'habitant. Sur les plastiques, du coup, ça c'est un chantier qui est assez symbolique, parce qu'on sait qu'il est à viser bien plus large que notre territoire et que les décisions ne se prennent pas forcément en local, on y reviendra. Et l'ambition est de ne plus avoir à traiter de plastique à usage unique, donc d'ici 2030, c'est toujours dans ce projet politique Impact. Le tout venant, donc ce qu'on appelle tout venant, c'est tous les déchets qui sont enfouis et qui arrivent en pôle recyclage sur notre territoire. L'ambition est de les baisser de 90%, et sur les textiles sanitaires, de baisser de 50% les textiles sanitaires. Donc, quand on parle de textiles sanitaires, c'est tous les déchets du corps, donc les couches, les protections menstruelles, les mouchoirs à usage unique, voilà. Hop, merci. Du coup, si on zoome un peu sur le chantier plastique, parce qu'on est là pour parler de ça aujourd'hui, il se joue à vraiment 2 échelles qu'on a identifiées au niveau du coup national, avec des actions vraiment de lobbying, de représentation un peu des intérêts de notre territoire et des habitants auprès des industriels, des distributeurs et même des élus. Et au niveau local, avec l'idée de s'appuyer justement sur les acteurs locaux et de développer des alternatives et de faciliter leur accès aux habitants. Merci.
Du coup, ça, c'est la stratégie qui a été mise en place sur le chantier plastique. On appelle ça des chantiers, du coup, ces types de déchets prioritaires. Donc là, sur le chantier plastique à usage unique, donc il y a toute une partie qui est sur la mobilisation. On va faire un petit zoom aujourd'hui sur celle-ci avec le manifeste contre les plastiques à usage unique et le suremballage qu'on a co-construit sur notre territoire. Il y a toute une partie d'action sur la grande distribution et les commerçants avec le développement du vrac, un programme qui s'appelle Mon Commerçant Zero Waste, les panels citoyens avec lesquels on essaie de faire bouger les choses, toute une partie sur l'eau, donc ça c'est une stratégie qui est d'ici 2030, c'est pas forcément des choses qu'on a tout mis en place, mais c'est en tout cas la lignée qu'on essaye de suivre. Donc sur l'eau avec des partenariats avec les syndicats des eaux qu'on envisage pour faciliter l'accès à l'eau potable, pour communiquer sur l'eau du robinet et limiter finalement les bouteilles en plastique. Toute une partie sur la consigne, donc Louis fera un petit zoom aussi là-dessus tout à l'heure. Et sur l'articulation et l'extension des consignes de tri. Donc ça, c'est plus quelque chose qui a été fait en 2023 avec l'extension des consignes de tri sur comment on accompagne les habitants dans cette transformation. Voilà. Ah oui, c'est juste un petit rond rouge. Du coup, là, on va zoomer un peu plus sur la partie manifeste et mobilisation de notre territoire et au national. Voilà, alors vous pouvez scanner ce petit QR code qui est la pétition en ligne sur change.org. On a créé un manifeste, enfin co-construit un manifeste contre les plastiques à usage unique et le suremballage. En fait, ce manifeste, si on fait un peu la genèse de ce manifeste, il a été, enfin nous, on demande aux habitants de notre territoire de limiter leurs déchets, de réduire la quantité de déchets qu'ils créent. Et en fait, la réponse qui nous était donnée, c'était souvent, en fait, nous, on subit plus les déchets qu'on ne les crée finalement. Et en fait, il faut interpeller un peu plus haut, on va dire, plus les industriels, plus les distributeurs et ceux qui mettent en marché, en fait, finalement, ces plastiques. Et du coup, on est suivi des ateliers de co-construction avec les habitants, les acteurs de notre territoire, les élus, les associations, pour essayer de déterminer de quoi on parle, de s'acculturer aussi du sujet et quels sont les leviers qu'on peut activer et d'identifier 10 actions à destination donc, des industriels et des distributeurs pour une déplastification massive. Voilà. Donc, on est suivi ce joli manifeste que vous pouvez retrouver du coup via ce QR code. Et peut-être sur la slide d'après. Ah oui, du coup, les deux objectifs de ce manifeste, ils sont aujourd'hui, on l'a abouti, ce manifeste, et aujourd'hui, on est passé à une phase aussi où on va rencontrer les industriels et les distributeurs en leur disant, voilà, ça c'est la voix de notre territoire et on n'aimerait pas du tout dans une posture enfin, ce manifeste, il est certes très militant, mais plus dans une posture coopérative de se dire, voilà, aujourd'hui, ça c'est la parole de notre territoire et des élus et des associations et on aimerait aujourd'hui coopérer avec vous pour voir ce qui est possible de faire sur notre territoire et de faire venir des expérimentations, des actions concrètes dans les supermarchés finalement de notre territoire et donc de coopérer avec ces industriels et ces distributeurs. Sur la slide d'après, je crois que j'ai mis quelques photos, voilà, où du coup, ça, c'est les rencontres qu'on a fait cette année un peu à titre d'exemple. Donc, il y a des choses très symboliques où on est allé rencontrer Coca-Cola, Danone, parce que c'était ceux qu'on avait visés aussi dans les plus gros pollueurs mondiaux, on va dire, où on est allé les rencontrer donc avec notre président, on est en interpellant, en disant, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place? Et on a besoin d'avoir aussi des retours. Donc, ça, c'est des choses très symboliques où on a du mal sur les industriels à voir quelles pourraient être les retombées finalement, nous, sur notre territoire en local. Mais on est aussi allé rencontrer donc Carrefour. Là, on y était avec 2 habitantes qui avaient participé à la co-construction de ce manifeste en se disant, voilà, on va aller leur dire. Ils nous avaient demandé de faire remonter des produits suremballés de leur marque distributeur. Donc, on est arrivé avec des produits pour essayer de dialoguer et voir en fait aujourd'hui quelles expérimentations, parce qu'ils expérimentent, ils sont aussi soumis à une réglementation et de voir qu'est-ce qui pouvait être mis en place, nous, sur notre territoire et comment on pouvait faciliter leur application sur notre territoire. Et là, sur la photo Intermarché, ça c'était il y a un mois tout pile, où on a contacté du coup le siège d'Intermarché, parce que nous, du coup, notre porte d'entrée via ce manifeste, elle est de dire, voilà, on vient avec ce manifeste, on aimerait dialoguer autour de ça. Et en fait, en contactant le siège, on s'est dit, est-ce qu'on
on co-organiserait pas une journée avec les adhérents locaux, donc tous les Intermarchés qui sont présents sur notre territoire, de les faire venir sur notre site. Donc, sur la slide d'après, je crois, on voit, je sais pas si Marie, tu peux passer juste la slide. Voilà. Donc, on les a fait, ça c'était un peu la photo iconique de cette journée où on est allé faire visiter du coup le centre de tri pour un peu poser le contexte de, bah voilà, vous êtes aussi les metteurs en marché de ces plastiques. Nous, ils arrivent, du coup, on les collecte et ils arrivent dans notre centre de tri. Et donc, ça, c'était le début de la journée, mais pour essayer de. Donc, après, on a mis en place toute une session de travail sur différentes thématiques. On a fait venir des intervenants sur les emballages primaires, les emballages secondaires, les emballages tertiaires. Donc, c'est tous des mots qu'on découvre aussi parce que nous, on est une collectivité, on est peu acculturés finalement des enjeux aussi des distributeurs. Donc, c'était aussi de s'acculturer des enjeux de chacun et de voir comment on pouvait faire redescendre en local des expérimentations dans leur magasin et travailler ensemble. Donc voilà, ça c'est le genre de journée qu'on va essayer de dupliquer avec d'autres distributeurs aujourd'hui pour voir comment aussi on peut faire redescendre parce qu'il y a des initiatives nationales. Je pense à, par exemple, sur le vrac, En Avant Vrac, qui est mis en place par Périfem, qui est le groupement de distributeurs, donc où il y a tous les distributeurs qu'on connaît, tels que voilà, Intermarché, Carrefour, Leclerc, qui essayent d'harmoniser aussi les solutions vrac et de proposer des nouvelles manières de commercialiser le vrac. Donc, on essaye de faire venir aussi, on fait partie de ces groupements de travail et de faire venir sur notre territoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Et sur la partie, ouais, voilà, juste la dernière partie, du coup, il y a toute une partie sur la consigne que va développer plus Louis. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, sur la consigne, c'est aussi un des axes qu'on travaille beaucoup. Donc encore une fois, il y a des choses qu'on peut faire en local, il y a des choses qui sont un peu plus régionales et d'autres un petit peu plus au national. Donc on a depuis un an rencontré une grande partie des acteurs en fait présents sur le territoire national pour le coup, pour comprendre un petit peu quelle était leur structuration juridique, comment une collectivité pouvait s'intégrer ou pas dans les montages, comment on va dire l'activité a démarré historiquement et on voit qu'il y a plein de possibilités dans lesquelles la collectivité peut avoir un rôle via de la commande publique, via de l'accès au foncier, etc. Donc on a fait un peu tout ce relevé-là. Et on s'est rendu compte, enfin on le savait, hein, mais que voilà que juste à notre échelle, c'était difficile d'agir sur ce sujet-là. Nous, on a un contexte où on est une collectivité qui est très rurale et on a un territoire sur lequel il n'y a pas de laveur de bouteilles, entre autres, à grande échelle. Donc, on a des entreprises qui peuvent laver des contenants, pas beaucoup de laveurs de bouteilles. On a un territoire qui est très viticole. On a parlé, enfin, Sophie l'a dit, hein, Blaye, Saint-Émilion, bon, Pomerol, Bordeaux, bon, c'est des noms qui parlent un peu. Donc, on a pas mal de gisements là-dessus. Et pour autant, pas de possibilité de lavage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bouteilles qui sont collectées, enfin, on parlait pareil du fourgon, nous, on les a à Bordeaux. Les bouteilles qui sont collectées par le fourgon à Bordeaux, elles partent se faire laver à, à Nantes, quoi, par exemple. Euh, donc, un peu dans ce contexte-là, on s'est rapproché de Bordeaux Métropole, qui, eux, pour le coup, ont un certain nombre de gisements, enfin, un pouvoir financier qui est pas le même que le nôtre. Donc, on est en train de finaliser une convention de coopération pour justement travailler sur ce sujet du retour du vrac et de la consigne sur un territoire donc, qui est plus grand que le nôtre, finalement, qui prend aussi la métropole. Et donc, l'objectif pour nous, ça va être de nous regrouper et d'agir ensemble sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, nous, SMICVAL, via notre incubateur, ou via des subventions, etc., on pouvait accompagner des acteurs, mais à petite échelle. Bordeaux Métropole fait un petit peu la même chose de son côté, avec des appels à projets. Donc, en fait, tous les moyens sont un petit peu noyés sur plusieurs acteurs. Donc là, l'idée, ça va être de se regrouper pour justement agir ensemble et avoir un impact fort sur des choses concrètes pour le coup, parce que là, ce qu'on va viser, c'est vraiment des choses concrètes. Donc ça pourra prendre pas mal de formes différentes, hein, mais bon, il y aura de la commande publique via du marché public. Ça peut être aussi accompagné à la structuration d'une SKIC, par exemple, pour reprendre un petit peu toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur.
Ça va être aussi l'objectif de mutualiser nos moyens humains, c'est qu'on reste une collectivité, on n'a pas non plus beaucoup de moyens à mettre sur ce sujet-là, humain. On a plein d'autres sujets aussi à mettre, donc l'idée c'est vraiment d'être impactant et puis d'aller chercher au plus pragmatique des solutions terrain, quoi. On espère aussi pouvoir à un moment rapprocher les éco-organismes, hein, de notre projet. C'est qu'aujourd'hui, il y a la zone d'activation sur le nord de la France sur le sujet. Enfin, quand je dis nord, c'est Bretagne, Pays de la Loire, etc. Qui vient pas chez nous. Donc, on espère aussi pouvoir les intégrer. C'est vrai que dans tous les appels à projets qu'il y a actuellement pour les collectivités, il n'y a pas grand-chose à part les activités de portage à domicile. Mais vous l'avez bien compris, c'est pas aujourd'hui nos missions, donc on va pas changer notre programme pour répondre à leurs appels à projets. Donc on cherche aussi à essayer de les sensibiliser d'une manière ou d'une autre pour qu'ils nous accompagnent en fait sur ce sujet-là et pour qu'on puisse aller travailler ensemble et pas attendre entre guillemets la fin des expérimentations dans le nord de la France et en Bretagne et compagnie pour qu'il se passe des choses chez nous. Donc voilà, on va essayer de travailler aussi avec eux sur le sujet. Euh, voilà, je pense qu'on a pas mal balayé, ouais, le sujet. Donc pour l'instant, on n'a pas des choses un petit peu moins concrètes que Monaco. On est plus dans une phase de structuration et malgré tout, voilà, on est très à l'écoute des acteurs terrain, parce qu'en fait, les solutions, elles viennent quand même du terrain, de l'écosystème enfin, c'est un vrai fourmillement en ce moment, que ce soit en local ou au national, hein, on essaye d'aller écouter partout pour essayer de trouver les meilleures solutions pour notre territoire qui est très centralisé sur Bordeaux Métropole et en fait au-delà très rural. Donc il faut aussi trouver des solutions qui puissent s'adapter à tous les territoires. Donc c'est ce qu'on travaille et c'est vrai que voilà, travailler maintenant avec Bordeaux Métropole, on a pu intégrer la région et l'ADEME aussi dans nos discussions. Et c'est aussi important pour eux parce qu'en fait, à partir du moment où les éco-organismes financent, eux considèrent que c'est plus leur rôle d'aller financer ces expérimentations ou autres. Et aujourd'hui, on se voit, on est dans un entre-deux en fait où les éco-organismes n'ont pas encore pris la main dessus et où la région et l'ADEME ne financent plus. Donc on a un vrai sujet à les intégrer dans nos discussions et dans nos réflexions pour essayer d'avoir un peu plus de poids sur le sujet, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des entreprises que vous connaissez, que vous souhaitez aussi intégrer dans nos discussions. On est à l'écoute aussi d'aller chercher tous les retours d'expérience qu'on peut trouver sur le sujet. Voilà, j'espère que c'était clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, On vous Benoît, entend pas. t'as un petit souci Ouais, micro là. pardon. Ça sera mieux comme ça. Merci Louis, effectivement, pour ton intervention. Et on voit bien effectivement la stratégie mise en place sur plusieurs axes de travail dans le cadre de ce chantier plastique à usage unique. Donc, je pense que ça suscite pas mal de questions. En premier lieu, à Jérémy Gadec, qui pose la question, comment l'initiative est-elle perçue, alors notamment celle auprès des grands distributeurs, comment cette initiative est-elle perçue par les EPCI qui ont compétence développement économique? Voilà, et notamment par les élus et les agents qui sont sur ce travail de développement économique avec les acteurs de territoire. Alors, je vais la prendre peut-être celle-ci, Sophie, même si c'est plus ça. Enfin, en fait, j'en ai pas trop parlé, mais on a en fait une association qui s'appelle Nouvelle Ère qui fait du développement économique et auquel est adhérent donc le SMICVAL et tous les EPCI locaux. Et en fait, via cette association, ils délèguent à l'association le développement économique, l'incubation d'entreprises, etc., sur tous les sujets autour de l'économie circulaire. Donc finalement, on a en fait, c'est le bras armé du syndicat, si vous voulez, pour aller faire du développement économique sur le sujet. Donc ça nous donne légitimité pour aller agir sur le sujet. Donc c'est plutôt bien vu en fait de la part des EPCI qui eux n'ont pas forcément les moyens, les compétences d'y aller.
Donc c'est vraiment notre mode de fonctionnement. Et en fait, le fait de la coller à un incubateur d'entreprise, bah, ça permet aussi pour nous d'aller incuber des structures qui sont en lien avec les sujets qu'on va traiter. Donc soit on va faire des appels à candidature spécialisés par thématique. Typiquement sur la consigne, on est en réflexion hein, pour l'année prochaine. Ce sera soit ça, soit la filière du réemploi des matériaux dans le bâtiment. Mais voilà, c'est notre vraie bras armé et donc c'est très très bien vu de la part des collectivités qui, elles, en profitent pour se dessaisir, entre guillemets, du sujet, quoi. Ok, merci Louis. La question suivante, toujours par Jérémy, pardon, c'est comment investissez-vous les sciences comportementales, les outils, mais aussi les ressources, et les ressources, c'est notamment des ressources humaines, compétences en interne, du travail avec l'université ou le monde de la recherche en tous les cas, voire de la prestation. Comment vous les intégrez à votre démarche globale autour du chantier plastique à usage unique? Ouais, peut-être je réponds. Euh, du coup, les sciences comportementales, effectivement, on les intègre dans ce chantier, mais aussi dans les autres chantiers, comme on les appelle. On a des marchés avec des psychologues sociaux, des sociologues. Enfin, on travaille beaucoup, beaucoup avec eux. Ils ont un peu deux fonctions. Il y a une fonction qui est un peu d'aider à comprendre, à défricher beaucoup de sujets au moment de la dépose des stratégies, enfin de la construction des stratégies. Ils ont été assez utiles à défricher les sujets, à investiguer, à y mettre un peu des préconisations sur notamment aussi les actions. Et aussi, on travaille beaucoup avec eux sur la partie analyse. En fait, quand on expérimente, oui, il nous accompagne beaucoup sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et du coup, voilà, c'est vraiment un travail assez régulier qu'on a avec eux. Voilà, c'est nos aides au quotidien. Je sais pas si j'ai répondu bien à la question, mais. Jérémy pourra nous dire si la question lui convient. Entre-temps, je bascule sur la question suivante. Alors, déjà, c'est une remarque, hein. Je pense que votre nouvelle entrée ou philosophie est unique en France. Donc, Ah oui. donc c'est un bon compliment à prendre. Désacraliser le recyclage sans le dénigrer. Comment faites-vous, si vous pouvez préciser, comment faites-vous au niveau de la communication sur ce point-là? Hum. Ouais, sur cette action-là, du coup, sur cet axe, il y avait vraiment la volonté de passer à un discours sur vraiment la réduction et non plus le recyclage, le tri. On se disait qu'on allait plus loin que ça et voilà. Et du coup, là, on a commencé à cette communication sur l'extension des consignes de tri. Et après, cette stratégie, elle n'est pas encore totalement mise en place parce qu'elle dure jusqu'à 2030, un peu sur les perspectives. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas encore communiqué. On se questionne aujourd'hui si le territoire est assez mûr, on va dire, pour communiquer sur. Est-ce que le message ne va pas être mal perçu, de se dire ah ben on n'a plus besoin de faire de tri si effectivement il n'y a que tel pourcent qui est effectivement recyclé. Mais dans la stratégie, on avait envie de montrer les dessous du recyclage et montrer que tout ce qui va dans la poubelle à emballage n'est pas effectivement recyclé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a pas encore communiqué là-dessus. C'est dans les plans, mais on se dit qu'on attend encore quelques temps et que ce n'est pas les priorités du moment sur notre territoire. Merci beaucoup. Et la dernière question que j'ai pour l'instant, de Céline, comment votre action zéro plastique est-elle communiquée auprès des collectivités de votre territoire et notamment les collectivités sur l'aspect de la restauration collective pour les établissements scolaires? Peut-être, Louis, tu veux répondre sur la partie restauration collective? Ouais, alors on essaye on a des programmes hein, de Ma Commune Zero Waste, etc. Donc on communique comme ça pas mal auprès des communes et on est en lien avec les communautés de communes assez fortement, hein, puisque comme quand on fait du dev éco, on est très en lien avec eux. Et c'est vrai que c'est un champ qu'on a essayé de creuser. Mais qui est un petit peu difficile à creuser, c'est qu'aujourd'hui on a plein sur notre territoire hein, de petites structures très très diffuses
Et donc on a un peu de mal à les mobiliser autour de ça. Donc ça reste aujourd'hui assez compliqué et c'est pas forcément ouais, dans nos gros axes de développement, dans nos gros axes de développement qui sont plus aujourd'hui des actions auprès de la GMS, un petit peu des industriels et surtout de la structuration d'une filière de consignes sur le territoire, quoi. Ouais. Et pour répondre un peu de manière globale, du coup, ça, c'est la stratégie globale, mais qui est du coup échelonnée effectivement en priorité par année. Et voilà, elle a une perspective un peu long terme, quoi. On n'est pas on adorerait faire ça en une année, mais voilà, on n'est pas là. Merci à tous les deux. Je ne vois plus de questions dans le chat. Voilà. De la même manière donc que pour Monaco, on diffusera le support que vous avez pu nous présenter et puis j'imagine que vous êtes également disponible pour des échanges bilatéraux avec d'autres personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur, comme ce qui vient d'être dit, cette démarche quand même assez unique en France, notamment auprès de la grande distribution, la volonté d'aller vers la grande distribution pour essayer de les inciter à avancer sur ce sujet du vrac et de la consigne. Merci encore à vous. Merci. Merci beaucoup. Je complète peut-être et je vais dire un petit mot pour clôturer ce webinaire. Merci donc à tous pour votre intervention, précieux témoignage. On a organisé ce webinaire pour essentiellement avoir des retours d'expérience de collectivité, même si on sait que chaque territoire a ses propres spécificités et donc ne peut pas. On sait qu'il y a des limites, on va dire, à l'engagement de certains projets. Donc, on a voulu vous illustrer une stratégie globale zéro plastique ainsi que se manifeste par le SMICVAL et rentrer dans du très concret opérationnel avec la Principauté de Monaco qui a aussi ses spécificités territoriales. Pour engager un mouvement national sur le réemploi et le vrac, on organise, comme vous le savez peut-être, nous, chaque année, le mois du vrac et du réemploi, qui est notre événement phare plutôt B2C, qui s'adresse essentiellement aux citoyens grand public. Il revient donc du 1er au 31 mars 2025. Si vous souhaitez avoir des informations sur cette prochaine édition, vous pouvez donc QR-coder ce qui est à l'écran ou bien via le support de présentation que je vous enverrai, vous inscrire via le lien d'inscription. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter l'édition 2025 et d'engager une dynamique avec vous aussi au sein de votre territoire. On le sait, vous présentez déjà des animations sur le vrac et le réemploi. Et donc, ça vous permettrait d'avoir, via nos outils, cartographie et autres, d'être plus visible pendant ce mois-là. Autre événement que je souhaitais partager avec vous, qui est le salon du vrac et du réemploi. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est vraiment le salon du secteur. L'année dernière, il a eu lieu en mai et il aura de nouveaux lieux le 26 et 27 mai l'année prochaine au Parc Floral à Paris. C'est un salon qui change de nom, qui devient Reuse Economy Expo pour s'adresser à l'ensemble des filières du réemploi. Et c'est, on l'a vu par le SMICVAL, souvent une stratégie globale qui est adoptée au sein des territoires, d'être multifilière et donc d'engager des dynamiques aussi avec la filière du BTP ou des D3E. Vous retrouverez donc au salon, si vous cherchez des solutions très opérationnelles et si vous cherchez à échanger avec les acteurs, l'ensemble des adhérents français et européens sur ce sujet. De la même manière, je vous enverrai les informations liées au salon si ça vous intéresse. Et enfin, dernier petit mot pour terminer parfaitement à l'heure, sur le partenariat entre la région Occitanie et notre association. On a donc développé, comme l'a dit Benoît, plusieurs formats cette année. On s'est retrouvés en mars, autour d'un webinaire sur la restauration collective. Aujourd'hui, on avait ce second webinaire axé collectivité, retour d'expérience, et on a fait des learning expeditions, des visites terrain tout au long de l'année. On a un dernier format à vous proposer sur ce mois de décembre qui sont des fiches ressources tout simplement, qui seront donc téléchargeables et accessibles gratuitement via la plateforme Cyclope, la plateforme de l'économie circulaire. Elles auront deux thématiques différentes, vous pouvez les voir à l'écran. Une portera sur les bonnes pratiques, recommandations pour la vente en vrac, dans le fait de tenir un commerce vrac. Cette fiche ressource, elle a pour principale visée de vous donner quelques clés
messages et outils pour vous adresser à vos commerçants. Et enfin, une deuxième fiche ressource sur les acteurs opérationnels pour, toujours pareil, mettre en lumière les acteurs opérationnels du territoire. Voilà, c'était le petit mot de conclusion que je voulais vous partager. Peut-être que Benoît, tu veux compléter. Oui, merci, merci Marie pour cette présentation. Donc du coup, vous voyez le bilan qui est fait de cette année 2024 des événements et des ressources qui vont être mis en ligne mi-décembre. Donc la volonté est bien de poursuivre, hein, puisqu'on a quand même des retours très, très enthousiastes des différents membres de cette animation autour du VRAC et du remploi en Occitanie. Donc de poursuivre avec l'association VRAC et remploi de nouveaux événements en 2025, alors qui sont en cours de réflexion, mais il y aura vraisemblablement encore des webinaires thématiques comme on a pu avoir aujourd'hui. On essaie d'affiner les sujets qui pourraient être traités dans ces webinaires et toujours, puisque c'est important quand même, vous avez bien compris, aussi un moment présentiel qui permet de se réunir. Donc cette année, c'était des, euh, visites apprenantes, hein, à la fois sur l'ouest et sur l'est de l'Occitanie. Peut-être que ce sera la même chose si on a de nouveaux exemples à mettre à l'honneur. Mais en tous les cas, soyez sûrs que sur 2025, on refera également un temps en présentiel pour pouvoir se voir, discuter, échanger de manière plus informelle. C'est vraiment plus important, le plus important, et vous êtes les premiers à le dire également. Donc en conclusion, merci à tous, à Réseau VRAC, merci à tous les témoins qui sont intervenus aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. J'espère que vous partagez ce constat. Tout sera disponible effectivement sur Cyclope, hein. C'est vraiment notre outil des acteurs de l'économie circulaire, qu'on l'alimente côté région, qui est alimenté également par l'ADEME, qui sont les co-porteurs de cette plateforme, mais c'est une plateforme collaborative. Donc tout ce que vous avez comme ressources à partager sur les thèmes de l'économie circulaire, n'hésitez pas à le partager et ça sera disponible pour tout le monde. Cyclope.org, il suffit juste de s'inscrire et puis de demander l'accès aux communautés le cas échéant pour pouvoir déposer les actualités qui vont bien, les événements, hein, si vous avez des événements qui peuvent être partagés aussi. Je vous invite encore une fois à le faire. Merci à tous et puis on va vous souhaiter un très bon appétit. Merci. Merci à tous. Merci, au Merci aux revoir. intervenants. Merci, au revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup.